Aujourd'hui, nous allons parler de la monnaie. Vaste sujet, me direz-vous. Compliqué selon les banquiers. Mais en l'expliquant avec des mots qui ne viennent pas du libéralisme, nous verrons rapidement l'évidence de son utilisation, selon que l'on veut favoriser la finance ou l'intérêt collectif. Le contrôle de la création monétaire par la collectivité nationale est la base de la réforme pour créer une société équilibrée. Elle est en plus prioritaire. Mais revenons à la monnaie. Tout d'abord, analysons son évolution. Le troc fut le premier moyen d'échange. Chez les hommes préhistoriques, sans doute. Chez les Égyptiens, ces hiéroglyphes le montrent. Et même aujourd'hui, on y revient. Depuis que le troc existe, ce fut la première monnaie, les êtres humains ont cherché à quantifier les échanges qu'ils font entre eux. Pour cela, ils ont inventé les mesures de longueur, de poids et de volume. Pendant longtemps, ces mesures étaient propres à chaque pays ou groupe de pays. Même en France, au Moyen Âge, la coudée était une mesure de longueur variable d'un lieu à l'autre. La révolution industrielle et les progrès de la science ont aboli ces anomalies. Même si certains mesurent en pouces, il est très facile de les convertir en centimètres car il y a un coefficient fixe qui permet de passer de l'un à l'autre. Il en est de même pour toutes les autres mesures, poids et volume. Le seul élément qui échappe encore à cette règle, c'est la monnaie. Même si elle intervient en second, elle fait partie de ce qui permet de quantifier les échanges. Le général de Gaulle a essayé de mettre en place un étalon monétaire basé sur l'or, mais il n'a pas été suivi. Remontons le temps pour comprendre l'évolution de la monnaie. Charlemagne avait compris que pour unifier toutes les provinces qu'il avait conquises, il était préférable d'avoir une monnaie unique, ce qu'il fit. Longtemps, la monnaie faisait référence à un produit à forte valeur ajoutée par sa rareté en général. L'or, l'argent, le cuivre, les coquillages, le sel, etc. Très rapidement, l'or est devenu une monnaie courante. Mais pour les financiers, il pose un problème. Pour créer de la monnaie, il faut posséder de l'or. Puis, les banques centrales ont pu créer de la monnaie papier, sous réserve d'avoir l'équivalent en stock d'or dans les coffres. Cette mesure était un frein puissant à l'inflation. À notre époque, soi-disant moderne, voyons comment cela a évolué. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 40 pays du monde ont signé les accords de Bretton Woods, le 22 juillet 1944. Ils acceptaient que le dollar US soit la monnaie utilisée pour les échanges internationaux. En contrepartie, les USA garantissaient une parité du dollar avec l'or. Quiconque possédait un dollar pouvait récupérer la quantité d'or correspondante. Cette pratique a duré 27 ans. Le 15 août 1971, le président Richard Nixon supprime cette parité. C'est à partir de cette date que la création de monnaie n'a plus de limite. Avec le développement, en plus de la monnaie fiduciaire, pièces et billets, encore contrôlée par l'État, les banques privées fabriquent de la monnaie scripturale, lignes d'écriture liées aux chèques et cartes bancaires. Pour couronner le tout, en 1973, le président Georges Pompidou et son ministre des Finances Giscard d'Estaing obligent les investisseurs à passer par les banques privées pour financer leur activité. La Banque de France, qui jouait ce rôle, en prêtant à taux zéro et en retirant de la masse monétaire en circulation l'équivalent de l'investissement quand il était réalisé, ne peut plus le faire. Les banques privées se régalent
elle crée de la monnaie scripturale à tout va, ce qui génère de l'inflation. Pour juguler cela, les gouvernements successifs cassent plusieurs fois le thermomètre qui mesure l'inflation. Il est maintenant représentatif de n'importe quoi, sauf de l'inflation réelle. Entre 1973 et 2017, la dette de l'État est passée de 100 milliards d'euros à 2200 milliards. Comment cela est-il possible? Grâce à la création de monnaie scripturale sans qu'il y ait création de richesse. Cette monnaie n'est jamais retirée de la masse monétaire en circulation et, comme le thermomètre de l'inflation est cassé, ça ne se voit pas. Seuls les consommateurs s'en rendent compte. Les gouvernements successifs, depuis la fin de la guerre 39-45, cherchent des financements. Il est impossible d'augmenter les impôts et taxes indéfiniment. Alors, ils vont utiliser plein de solutions, comme la dévaluation, la vignette pour les vieux, le transfert de charges vers les communes ou les régions, les nouvelles taxes écologiques, la CSG, la CRDS, la réduction des effectifs dans toute l'administration, la suppression quasi totale du contrôle des prix qui génère l'inflation et remplit les caisses de l'État, la vente des biens de l'État et même des biens qui rapportent de l'argent comme les autoroutes ou le loto. Tout y est passé sans réduire pour autant l'endettement du pays. Depuis 2008, les différentes banques centrales ont créé plus de 10 000 milliards de monnaies fiduciaires. Quiconque s'intéresse à l'économie peut constater que l'inflation et la spéculation sont les deux cancers majeurs de l'économie. En créant une croissance artificielle par l'inflation et une stérilisation monétaire par la spéculation, ces deux règles dénaturent le rôle fondamental de la monnaie. Aujourd'hui, le gouvernement s'attaque aux retraites. Dans le privé, les caisses sont alimentées par les cotisations salariales et patronales. Dans le public, seule la part salariale est prélevée au même niveau que les cotisations du privé. Il veut mettre en place un système économique par points, financé par le citoyen lui-même en fonction de sa possibilité d'épargne. Fini la solidarité entre générations, vive le chacun pour soi. En plus de tout cela, les mesures pour la sauvegarde de la planète nécessitent des financements très importants. Les déchets, l'épuisement des ressources naturelles, les énergies renouvelables sont autant de domaines demandeurs de monnaie. La politique économique libérale est incapable de résoudre ces problèmes. Elle le prouve par ses résultats sociaux depuis bientôt un siècle. Si l'économie de marché avait réglé le système comme les libéraux le prétendent, les restos du cœur auraient dû devenir inutiles depuis longtemps, alors que c'est exactement l'inverse qui se produit. Les solutions techniques et financières existent à condition de changer de politique économique. C'est ce que nous verrons dans une autre vidéo.